Bienvenue sur le podcast Elles Impact, le podcast dédié aux femmes qui impactent. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Sophie Roquette, première femme speakerine dans le foot et ancienne speakerine du LOSC. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Paul, merci de m'inviter. Merci à vous de nous accorder cette interview. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et nous en dire un peu plus sur votre parcours professionnel ? Alors sur mon parcours professionnel, c'est un peu compliqué et le podcast pourrait durer 4 heures. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de métiers à la base. Au moment où je suis arrivée au LOSC en 1989, j'étais animatrice pour une radio. Parallèlement à ça, je faisais des voix en studio pour des messages publicitaires, du doublage de films. Donc j'étais intermittente du spectacle en tant que comédienne. Voilà, j'ai été animatrice du LOSC et puis le temps, les années ont passé. Et aujourd'hui, je suis salariée de France Télévisions. Je travaille pour France 3 Hauts-de-France. Où en l'occurrence maintenant ma dernière mission, je dirais, avant ma retraite, puisque je m'en approche dangereusement, est de faire la météo 2 jours par semaine en moyenne, et le reste du temps j'écris pour notre site internet et des articles sur des femmes inspirantes. Inspirantes, pas impactantes, quoique. C'est très bien, ok. Et donc, comment est-ce que vous êtes devenue speakerine, première speakerine dans le foot du coup ? Alors, c'est un concours de circonstances. En fait, à l'époque, je travaillais pour une radio qui s'appelait la radio de la Voix du Nord, RVN, et sur lesquelles j'animais les soirées foot. Et avec une autre femme qui s'appelait Isabelle Dupont, qui s'appelle toujours Isabelle Dupont d'ailleurs, et nous avions nos journalistes de terrain, Pierre-Yves Grenu, Bernard Lernoux pour ne citer qu'eux, qui faisaient les matchs des clubs régionaux, donc Lille, Lens, Valenciennes, Dunkerque. Voilà, ils étaient sur les terrains, Isabelle et moi nous étions en studio, et en fait le foot a toujours été une de mes passions, pour diverses raisons, parce que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était une passionnée de sport, de tous les sports, sauf le catch. Voilà. Mais avec maman, on ne manquait pas les JO à la télé, on ne manquait pas Roland-Garros, les Grands Prix de Formule 1, etc. Et le foot en particulier. Et d'ailleurs, maman s'est fêlé le coccyx sur l'agression de Platini lors d'un match de l'équipe de France quand il s'est fait saccager par le gardien de but allemand. Elle s'est levée pour crier au scandale et est retombée à côté de son siège et elle s'est fêlé le coccyx. Donc tu vois, j'avais une passionnée de foot à la maison. Et puis surtout, j'ai grandi dans une petite ville proche de Lille qui s'appelle Lambersart. Donc c'est déjà la première raison pour laquelle le LOSC est devenu mon club, parce que c'était le club à côté de chez moi. Et d'autre part, parce que dans mon quartier, eh bien, il y avait une famille, monsieur et madame Planck, qui avait 2 garçons, Stéphane et Pascal, et que les 2 sont devenus joueurs professionnels au LOSC. Donc quand tes copains d'enfance deviennent joueurs pro, forcément, tu vas les voir jouer. Ok, ouais. Merci. Est-ce que dans votre carrière, dans votre début en tant que speakerine, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des défis et aussi en tant que femme ? Et comment est-ce que vous les avez surmontés si vous en avez rencontré ? Alors des difficultés, des défis, non. En fait, lorsque j'ai fait le casting, le président du LOSC de l'époque recevait des courriers de femmes, de supporters qui se plaignaient. Tu vois, mon mari n'est jamais là, tous les week-ends il va au match parce qu'il faisait domicile et déplacement pour certains. Voilà, et à l'époque, donc on remonte quand même à la saison 88-89, puisque moi je suis arrivée pour la 89-90, il s'est dit, je vais montrer à ces femmes que le football c'est aussi pour elles. Alors j'étais pas la seule à m'intéresser au foot, mais on était un peu discrète, je dirais. Il n'y avait pas eu France 98 et les tribunes réservées aux femmes, ce qui m'a profondément choquée d'ailleurs, ce genre de choses. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc il s'est dit, tiens, je vais chercher une femme. Et souviens-toi, je viens de te dire que je travaillais à la radio. Et donc justement, un des 2 journalistes de terrain, Bernard Lernoux, et aussi le responsable communication de la Voix du Nord, ont dit, mais nous on a la femme qu'il vous faut pour venir, puisqu'à l'époque on travaillait avec le LOSC, on animait la fête de fin de saison pour les supporters, on faisait venir un plateau d'artistes sous chapiteau, etc. Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, donc on pouvait les inviter. Et et ils ont dit, nous on a la femme qu'il vous faut, parce qu'à l'époque, moi j'animais le car podium de la radio de la Voix du Nord et de la Voix du Nord. Donc j'animais des événements tels que la braderie de Lille, tels que l'enduro du Touquet, etc. Donc ils savaient que d'être sur une scène, parler face à un public, ça ne me faisait pas peur, et pour cause, ma formation initiale
je dirais, outre mes études, mon bac B, et moi je me destinais à être avocate dans le commerce, je voulais faire juriste international, et ben j'ai lâché tous mes rêves pour partir dans l'univers du média, etc. Mais parallèlement, je faisais du théâtre. Donc, comme je fais du théâtre, je faisais du théâtre depuis que j'avais 12-13 ans, être sur une scène, m'exprimer devant du monde, devant du public, tu vois, ça me faisait vraiment pas peur. Et donc, je suis allée faire un casting dans le stade, Grémont-Pré-Joris à l'époque, mon stade que je regrette tant parce que je l'aimais énormément. Et stade vide, je suis allée faire un casting, ils m'ont donné la feuille de match à lire, ils ont fait mine de réfléchir pendant ce qui m'a servi 3/4 d'heure, ils m'ont dit c'est bon, on vous prend, vous faites la saison prochaine. Alors là, ça a été mon premier, je dirais, pas première petite embûche, mais première difficulté. Ça a été de leur faire entendre mon souhait. C'est-à-dire que le speaker, à l'époque, était cantonné tout en haut de la tribune du stade, dans la tribune presse. Il avait une petite place en bout de tribune presse et un petit micro, tu sais, un peu comme dans les supermarchés où tu appuies sur un bouton, ça fait ding ding ding, et puis tu entends oh, but pour le LOSC, enfin voilà. Et donc je leur ai dit ça, on va arrêter tout de suite, la sono comme ça, c'est pourri. Moi, je veux un micro parce que je veux que les supporters voient la voix. Tu vois, et surtout, moi, ça me permet d'être au contact avec les supporters et d'aller tout de suite vers ceux chez qui je vais sentir qu'ils peuvent être plus dynamiques que d'autres avant le coup d'envoi du match. Parce que pourquoi on prend un speaker, si ce n'est évidemment pour annoncer les changements, la composition des équipes, les buts, voilà, ce qui fait partie du cahier des charges de nos métiers, mais on te prend surtout pour mettre l'ambiance. Alors, quand tout va bien dans un club de foot comme, je dirais Colosse, allez, ça va plutôt très bien depuis pas mal d'années maintenant, il n'y a rien de très compliqué à faire. Il faut dynamiser, c'est faire un show avant le match, etc., avec des animations. Mais quand ça ne va pas, quand tu te sauves à la dernière journée ou à l'avant-dernière journée, que tu as les 3/4 du public qui sont contre toi, parce que moi je me considérais dans l'équipe, voilà, toi, ton rôle en tant qu'animateur, c'est de faire en sorte que lorsque les joueurs rentrent sur le terrain, ils sentent qu'ils ont tout le monde avec eux, tout le public avec eux, qu'ils sentent que cette petite dose d'énergie, c'est les supporters qui vont la donner. Parce que encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui viennent au stade et qui ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont par la transmission de bonnes ondes à l'équipe qui est sur le terrain en difficulté. À l'époque de Vaïd, on disait souvent le LOSC a pris l'habitude de marquer dans les dernières minutes, tu sais, tu pourras regarder parce que tu n'étais pas né ou à peine. Et en fait, c'est vrai qu'on claquait un but, on gagnait à la 93e, à la 94e. Et en fait, on disait c'est la force du coach. Alors oui, en soi, c'est la force du coach, les changements. Mais il y avait aussi un autre phénomène. Moi, j'avais écrit la partition du match avec les supporters. Et en fait, c'était un travail, je faisais des réunions avec eux et on avait mis au point une partition pour essayer d'aider les joueurs. Et en fait, à la fin du match, quand on était à 0-0 ou quand on menait 1-0 ou quand on était mené 1-0, tous les supporters du stade se levaient et applaudissaient, encourageaient l'équipe comme des malades. Je leur disais, peu importe l'issue du résultat, vous y allez à fond. Et comme par hasard, c'est toujours dans ces moments-là que l'équipe marquait. Ce qui fait que quand on dit que le public c'est le 12e homme, eh bien on en a bien la confirmation. Après des difficultés parce que je suis une femme, pas vraiment, tu vois, j'ai eu quelques petits noms d'oiseaux au début, voilà, et puis après il faut un peu montrer patte blanche, montrer aux supporters que tu as la même passion qu'eux, tout en leur faisant bien comprendre que toi tu es là pour ton club et que tu peux pas te permettre de faire ou de dire les choses que eux font ou disent. Ouais, globalement vous pensez quand même que c'est rentré dans les mœurs le fait d'avoir des femmes. Ah oui, après moi il y en a eu d'autres. Il y en a une à Valenciennes, Marie, je pense qu'elle est là depuis pas mal d'années maintenant. Au LOSC maintenant il y a aussi Charlie qui est là. Voilà, on a commencé toutes les deux en binôme. Mais bien sûr que c'est rentré dans les mœurs. Et puis une voix de femme c'est tellement plus agréable à écouter dans un stade parce qu'elle passe vachement mieux, parce qu'il y a moins de basses. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous pourriez nous partager l'une de vos expériences les plus mémorables en tant que speakerine ? Au LOSC ? Ouais, au LOSC. Un plus mémorable, allez, on va dire meilleur souvenir. Des souvenirs, j'en ai tellement trouvé. Tu vois le truc bateau, t'es assis en dessous, le maillot de l'année du doublé où on fait coupe championnat, ça c'est mémorable.
Tu vois, pour moi, cette année-là, le déplacement à Marseille, où Eden, il te met un but, voilà, enfin, je veux dire, une fusée du milieu de terrain, et où tous les supporters de Marseille qu'on croisait après nous disaient, vous allez être champion, vous allez être champion. Moi, je leur disais, bah oui, mon mari, il a dit, c'est cette année qu'on sera champion. Donc voilà, et je n'imaginais jamais qu'on ferait le doublé, ça reste un magnifique souvenir. Après, j'ai tellement d'autres beaux souvenirs. J'ai adoré des souvenirs qui n'ont rien à voir avec le foot, mais où, en fait, à Gré-Montpré, pendant un match, je demande à Paul, qui est là en train d'assister au match, de rentrer de toute urgence parce que sa femme est partie à la maternité et qu'il va être papa. Tu vois, parce que tu fais partie de la vie des supporters. Et donc, voilà, moi, j'ai tellement de souvenirs, tellement de choses qui m'ont marqué. Après, mes plus beaux souvenirs à titre personnel, c'est de voir éclore les jeunes du centre de formation, puisque comme mon mari est dans le foot, moi j'ai un côté, je suis très attachée à la formation des clubs. Et donc quand tu vois des petits, pour certains qui ont joué avec les miens, qui étaient loin d'être aussi bons qu'eux malheureusement, mais qui ont joué avec les miens et qui sont arrivés, notamment l'année du doublé, où tu as du Johan Cabaye, tu as du Mathieu Debuchy, tu as du Stéphane Dumont, enfin, et j'en oublie, tu vois, qui deviennent champions de France, vainqueurs de la Coupe de France, et ces mômes-là, tu les as vus grandir, ils ont joué avec tes fils, pas Stéphane qui est un peu plus âgé, mais Stéphane, il était capitaine de l'équipe de mon homme. Enfin voilà, pour moi, c'est ça la plus belle réussite, c'est voir ces gamins sortir du centre de formation et arriver en équipe première et cartonner. Eden, on le fête là, le 10 mars, pour la réception de Rennes à l'Arena Décathlon, enfin bref, voilà. Et ça m'énerve, ce monde de stade publicitaire, mais bon, il faut bien gagner de la thune. Et comment dire et Eden, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ce petit bout de chou qu'on a su aller chercher, qui était minot, d'une gentillesse, d'une simplicité. J'oublierai jamais ce môme. Et je me souviens une fois quand ils jouaient au Mans, leur dernier match. Et mon voisin, j'avais de la chance, c'était Tullio De Melo, un attaquant du LOSC à l'époque. Et nous, on avait été faire le match chez un de nos voisins qui était aussi fanat du LOSC, Jean-Jacques. Et donc, le match se termine, on gagne, machin, on est qualifié en Coupe d'Europe, hop, on boit un coup. On part, au moment où on part, qu'est-ce que j'entends? La voiture de Tullio. Chose que je ne savais pas, c'est qu'Eden avait laissé sa voiture chez Tullio. Et donc voilà, ils sortent tous les deux de la voiture. Et donc Tullio, oh maman, parce qu'ils m'appelaient tous maman, comment tu vas? Je dis ça va, mon chéri, et toi? Et Eden, il fait j'arrive maman, je dois faire pipi. Donc hop, il rentre chez Tullio pour aller se soulager. Il revient, on parle. Et je lui dis, mais dis-moi, t'as joué combien de temps au futsal, toi? Il me dit, mais comment tu sais que j'ai joué au futsal? Ben, je dis, si tu veux, mon homme, il est un peu entraîneur adjoint de l'équipe de France de futsal, donc c'est une discipline que j'adore, parce que c'est très technique. J'ai été le seul joueur sur le terrain à travailler avec la semelle, quoi. Je dis, à bloquer le ballon avec la semelle, voilà, je dis, c'est ce qui affole tous les joueurs adverses. Et donc il m'explique, oh ouais, quand j'étais petite, je me suis fâchée avec mon entraîneur de foot gazon. Donc il dit, moi, tu sais, j'ai un sale caractère. J'ai dit, pendant un an, je jouerai plus au foot herbe, donc je vais aller faire du futsal. Et voilà. Et quelque part, il a bien fait parce que le talent naturel, le don naturel qu'il avait, s'est encore plus développé. Enfin voilà, tu vois, je pourrais te raconter des anecdotes pendant 15 jours, donc c'est pas la peine. Ouais, c'est sûr. Il y en a beaucoup, ouais. Et donc là, on voit en ce moment, rien à voir, mais on voit en ce moment l'arrivée justement de l'IA, par exemple, des nouvelles technologies. Ouais. On le voit par rapport au doublage aussi, qu'il y a des dangers. Beaucoup de professionnels craignent de se faire, entre guillemets, remplacer par l'IA, comme je le disais pour le doublage. Est-ce que vous pensez que ces nouvelles technologies, elles peuvent impacter, bouleverser le futur du métier de speaker? Et comment voyez-vous évoluer ce métier? Alors, le doublage, tu vois, l'IA, le remplacement des voix. Je suis partie habiter à l'île de la Réunion en 1987 et déjà à l'époque on m'en parlait. J'avais fait des pubs à l'époque en tant que voix pour pom 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 pom, sirop pomme de berger, enfin voilà, des choses comme ça. Et on me disait, mais bientôt on n'aura plus besoin de vous en tant que comédien parce qu'on aura une voix artificielle. Voilà, alors jusqu'à présent, tout ce qu'on fait, c'est pas mal, mais je trouve que c'est pas encore... Il y a le côté humain et l'émotion, même si tu essaies de créer l'émotion avec l'IA. Voilà, alors je pense qu'ils vont travailler et que ça va pénaliser, je pense, un certain nombre de comédiens qui font du doublage, qui sont les voix françaises, par exemple, d'acteurs étrangers. Maintenant, sur le terrain, je vois pas une intelligence artificielle faire le boulot d'une Charlie ou d'un François au LOSC aujourd'hui. Ça peut être un support pour les aider,
Peut-être, puisque maintenant un match de foot, c'est devenu un vrai show. C'est une vraie animation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que Avant, il y avait que les 90 minutes du match. Enfin, on peut dire des fois 100 minutes avec les arrêts de jeu, mais il y avait que ça. Maintenant, il y a plein de choses qui se passent en amont. Et peut-être que ça peut être un apport. Mais on aura toujours besoin d'un être humain. Parce que jamais une intelligence artificielle ne pourra sentir la réaction du public. Quand tu es face à ton public, quand tu dis je vais lancer ci ou je vais lancer ça, tu vois tout de suite quand tu t'es planté, puisque le public ne le fait pas. Tu vois, une intelligence artificielle qui dit allez hop, on y va, on fait là ou là, et il n'y a personne qui le fait, elle s'en fout, elle continue son truc. Tu vois, donc voilà, il y aura toujours besoin de l'humain. Les émotions restent l'humain. Je ne pense pas que, voilà, après comment je vois l'évolution, de toute façon, ce sera de plus en plus des shows, de plus en plus. On est des animateurs, on n'est pas des speakers. Un speaker, tu l'es que pendant le match. Quand tu annonces changement pour tel club, changement machin, entrée, sortie, but pour l'adversaire, parce que quand c'est pour ton club, évidemment, tu mets plus d'amour. Temps additionnel minimum 4 minutes, temps additionnel minimum 19 minutes. Voilà, ça, là, tu es speaker. Mais le reste du temps, tu es animateur. Bien sûr. De quoi êtes-vous la plus fière dans votre parcours, dans votre carrière professionnelle? Tout confondu? Tout confondu. Sincèrement, j'ai rien dont je sois la plus fière. La seule chose, peut-être qui pourrait me rendre fière, entre guillemets, c'est que je n'ai fait que des choses que j'aimais. Et j'ai, quitte parfois à moins bosser. J'ai travaillé qu'avec des gens que j'aimais, quitte parfois aussi à moins travailler. Il est hors de question que je travaille pour des personnes qui ne m'inspirent pas de belles valeurs. Moi j'ai élevé mes fils comme ça, en leur disant peu importe le métier que tu fasses plus tard, il faut que le matin, lorsque tu te lèves, tu sois heureux d'aller le faire. Tu peux être ce que tu veux. La preuve, j'en ai un qui est plombier et l'autre qui est manutentionnaire. Mais un peu à part, c'est à cause de son handicap aussi. Mais le boulot, ça représente tellement dans ta vie qu'il faut faire que des choses que tu aimes. C'est peut-être ce qui me rend le plus fière, tu vois. C'est même pas d'avoir été la première femme en France à être sur un stade, puisque le foot, c'était ma passion. Donc, c'est ce qui me rend le plus fière, c'est d'être aujourd'hui grand-mère de 3, bientôt 4 petites filles. Est-ce que vous pouvez nous partager, si vous en avez eu, un de vos échecs, ou des choses que vous regrettez, ou un échec dans votre carrière? Non, il n'y en a pas. Si je reprends ce que je viens de te dire, comme je n'ai fait que des choses que j'aimais et je n'ai travaillé que pour des gens que je respectais, il n'y en a pas. J'en aurais eu si je n'avais pas fait ça. J'ai tout fait. J'ai même servi dans des restaurants pour nourrir mes fils. Toujours avec la passion. Voilà, toujours avec passion. C'est merveilleux de faire ça parce que tu rencontres plein de gens, tu sympathises avec tout un tas de clientèle et voilà. Il faut bien nourrir tes gamins quand tu as des enfants. Donc bon. Pensez-vous avoir impacté ou contribué à la reconnaissance de ce métier d'animateur? Alors, je ne le pense pas. Maintenant, comme vous m'avez contacté pour faire un podcast, je me suis dit, oh, ils sont trop mignons. Voilà, si à mon niveau, je peux avoir impacté pour faire changer les choses et faire comprendre que dans le foot, il pouvait y avoir des femmes. Aujourd'hui, c'est libéré, évidemment, avec le foot féminin qui se développe, avec de plus en plus de femmes qui sont des voix de stade ou des voix d'événements. Donc ça, voilà. Enfin, quoique maintenant, je trouve que c'est souvent des duos qu'on fait homme-femme. Ça serait bien qu'il y ait des binômes féminin-féminin, comme Charlie et moi, on l'a fait un moment. Si j'ai pu impacter en ce sens, mais après, j'ai pas l'impression d'avoir dû me battre pour ouvrir des portes. J'ai eu cette chance que ce soit le destin qui écrive ma vie et le hasard de rencontre. Et voilà, tu vois, j'étais au LOSC. Il y avait un administrateur du LOSC à l'époque où, c'était la ville qui était un peu propriétaire du club, entre guillemets, qui lui travaillait pour FR3 à l'époque, ça s'appelait pas France 3, et qui me dit, mais tu fais quoi dans la vie, Anne-Sophie? Je dis, écoute, à côté de ça, moi je fais des voix en studio, du doublage de films, des messages publicitaires, des accroches chantées, parce que je chante, etc. Oh, il me dit, mais on cherche des voix pour faire la météo à France 3, ça t'intéresserait pas? Et tu vois, je veux dire, concours de circonstances,
Je suis arrivée, j'ai fait un casting à France 3, j'ai été prise, c'était en janvier 1999, on est en février 2024, voilà, ça fait 25 ans que je travaille pour France 3 et que j'y suis en CDI depuis 2015, quoi. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a déjà évoqué le sujet, mais en tant que première speakerine femme, comment vous est venu ce désir de vous lancer dans cette carrière sans forcément avoir de référence féminine? La passion? La passion et le métier de l'animation. Parce Ouais. que c'était mon métier, l'animation. Et donc, quand on est venu me chercher en me disant « Est-ce que tu veux venir animer des matchs de football ?» Il y avait « Animer match football ». J'ai dit « Bien sûr ». Et quand on m'a dit « C'est le LOSC », ah bah alors là... Bien sûr. Et on va finir avec peut-être des conseils que vous pourriez donner. Quels conseils vous pourriez donner à des étudiants, tout simplement pour les encourager dans ce qu'ils aiment faire, comme vous dites, pour la passion, dans leur parcours professionnel? Quels conseils vous donneriez? Eh ben, qu'il faut toujours y croire. Voilà, que parfois la vie est pas toujours sympa, hein, te met des embûches et essaye de te faire tomber un peu et de te barrer de la route qui te mène à tes rêves. Donc, de toujours y croire. Je pense qu'il faut croire en soi. Ne pas forcément toujours écouter les autres, mais toujours écouter la petite voix qu'on a au fond de la tête qui est la meilleure. Et puis, surtout, je pense qu'aux jeunes maintenant... puisque moi je suis une vieille, c'est écoute tes rêves, quoi, et vis-les, tu vois. Et c'est n'hésite pas, si t'as pas de charge de famille, que voilà, tu veux poser tes basques et dire je me fais 1 an pour faire le tour du monde. J'ai un petit, j'appelle mon bébé, qui est en train de faire ça. Il est parti pour plus de 8 mois, il est en train de faire l'Argentine, le Chili, etc. Alors qu'il bosse, tu vois, mais il a mis une parenthèse pour partir 8 mois à l'étranger, faire des rencontres et des aventures. Et ça, je me dis qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire. Donc, vivez, soyez heureux et faites que des choses que vous aimez. Bah c'est sur ces beaux conseils qu'on termine cette interview. Merci à vous, Anne-Sophie, pour votre participation à Elles Impact. Et on espère que cet épisode vous aura plu, mais surtout qu'il en aura inspiré beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager notre podcast. Et à bientôt pour de nouvelles rencontres tout aussi inspirantes. Merci. Merci, Paul.